À 98 ans, Lynn Renault pourrait regarder derrière elle avec amertume. Son corps a ralenti, un AVC l'a conduite au bord du précipice, et tant de visages aimés ont disparu avant elle. Pourtant, elle affirme aujourd'hui être heureuse, profondément heureuse. Comment une femme qui a connu la gloire, les deuils, les regrets et une solitude parfois déchirante peut-elle parler ainsi? Pour comprendre ce sourire, il faut remonter le fil d'une vie où chaque triomphe cachait déjà son prix. Avant les lumières, les robes de scène et les applaudissements, il y avait une adolescente qui n'avait pas le luxe d'attendre. À 15 ans, Lynn Renault chante déjà pour gagner de l'argent et aider sa famille. À cet âge où d'autres découvrent encore le monde, elle comprend une règle brutale. Si elle veut avancer, personne ne le fera à sa place. Décidez. Elle quitte l'école tôt, emportant une blessure discrète, celle de ne pas avoir reçu la culture et la formation qu'elle aurait souhaité. Bien plus tard, devenue une figure majeure du spectacle français, elle reconnaîtra cette fragilité sans chercher à l'embellir. Elle dira avoir dû apprendre dans la vie ce que d'autres avaient appris dans les livres. Derrière l'assurance de la star demeurait la jeune fille qui craignait de ne pas être assez armée. Alors elle travaille, encore et encore. Elle observe, écoute, mémorise. Chaque rencontre devient une leçon, chaque scène une école, chaque échec une correction. Ce qui aurait pu devenir un complexe finit par se transformer en moteur. Lynn développe une intelligence du public, une discipline féroce, et cette capacité rare à comprendre immédiatement ce qu'on attend d'elle. Le succès arrive, mais il ne calme pas cette faim intérieure. Plus elle monte, plus elle semble craindre de redescendre. C'est là que se dessine l'un des paradoxes de sa vie. Elle poursuivra la réussite comme si elle devait encore sauver la famille de ses 15 ans, même lorsque l'argent, la célébrité et les contrats ne manqueront plus. Car le travail n'est bientôt plus seulement un métier, il devient une protection. Tant qu'elle chante, tant qu'elle danse, tant que les engagements s'enchaînent, elle n'a pas besoin de se demander ce qu'elle désire vraiment pour elle-même. La scène lui donne une identité, mais elle commence aussi doucement à décider de son temps à sa place. Puis vient l'Amérique, Las Vegas, des salles immenses, une autre échelle, une autre vie. Pour la jeune femme partie de presque rien, cela ressemble à une victoire absolue. Pourtant, les victoires les plus éclatantes sont parfois celles dont on découvre le prix le plus tard. À ses côtés se trouve déjà Loulou Gasté, mari, mentor, partenaire essentiel. Ensemble, ils bâtissent une histoire que la France regardera longtemps comme une grande fidélité. Mais derrière les photographies et les sourires, quelque chose commence déjà à se fissurer. Lynn ne le sait pas encore, mais l'Amérique ne va pas seulement agrandir sa carrière. Elle va aussi ouvrir une porte sur une passion capable de bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir de l'amour. À mesure que Lynn Renault monte, le décor change. Les petites scènes deviennent des salles prestigieuses. Les contrats se multiplient. Et bientôt, l'Amérique lui ouvre ses portes. À Las Vegas, elle découvre un monde où tout semble plus grand. Les lumières, les hôtels, les fortunes, les ambitions et les exigences. Sur scène, elle est brillante, précise, souveraine. Elle devient cette meneuse de revue, capable d'occuper l'espace, comme si chaque projecteur avait été installé pour elle. Le public voit une femme libre, admirée, presque intouchable. Mais plus la machine du succès accélère, moins il lui reste de place pour une vie ordinaire. Les engagements sont stricts. Les spectacles imposent leur calendrier, leur rythme, leur répétition. Un corps fatigué doit quand même tenir. Un doute doit être caché. Une envie personnelle peut attendre. Dans ce métier, le rideau ne se lève pas seulement sur le talent, il se lève aussi sur les sacrifices que personne n'applaudit. C'est là que la carrière de Lynn devient une cage étrange, une cage somptueuse, entourée de champagne, de célébrités et de voyages, mais une cage malgré tout. Chaque nouveau triomphe lui donne davantage de pouvoir sur scène, tout en réduisant silencieusement sa liberté ailleurs. Lorsqu'une occasion de ralentir apparaît, un contrat arrive. Lorsqu'une vie plus simple semble possible, une nouvelle scène l'appelle. À ses côtés,
Loulou Gasté reste une présence centrale. Il n'est pas seulement son mari, il est aussi celui qui comprend son métier, son ambition, la mécanique impitoyable qui gouverne leur quotidien. Ensemble, ils donnent l'image d'un couple solide, construit sur des décennies de fidélité apparente et de complicité artistique. De l'extérieur, tout semble presque idéal. Une femme devenue immense, un homme qui l'accompagne, une histoire qui résiste au temps. Mais les longues unions cachent parfois des vérités que les photographies ne savent pas montrer. Et chez Lynn, l'amour n'a jamais suivi les règles les plus simples. Pendant que sa carrière prend de l'ampleur, une question intime commence à revenir. Quand pourra-t-elle enfin vivre pour elle-même? Quand pourra-t-elle s'arrêter, choisir autrement, peut-être construire quelque chose qui n'appartient ni au public ni à la scène? Elle ne le sait pas encore, mais ses choix reportés auront un prix. Certains regrets naissent d'une mauvaise décision, d'autres naissent de toutes les décisions que l'on repousse jusqu'au jour où le temps décide à notre place. Et derrière le couple admiré que Lynn et Loulou offrent au monde, une autre histoire se prépare déjà, plus secrète, plus brûlante, une histoire que Las Vegas va bientôt rendre impossible à ignorer. Il existe une douleur dont on parle peu, celle de survivre à presque tout le monde. Pour Lynn Renaud, la longévité n'a jamais été seulement un privilège. Elle est devenue, année après année, une succession d'adieux. Chaque disparition effaçait un visage familier, une voix, une époque, jusqu'à laisser autour d'elle un silence que les applaudissements ne pouvaient en combler. En 1995, Loulou Gasté meurt d'un cancer. Leur mariage avait ses zones d'ombre, ses compromis, ses vérités encore cachées, mais il restait l'homme qui avait traversé 45 années à ses côtés. Un mari, un mentor, un compagnon de route. Quand il disparaît, Lynn ne perd pas seulement un époux, elle perd une partie de l'architecture de sa propre vie. Puis sa mère, Simonante, s'en va à son tour. Pour Lynn, cette perte est immense. Simone n'était pas seulement celle qui l'avait mise au monde. Elle était la confidente, la mémoire des débuts difficiles, celle qui connaissait la jeune fille d'avant la célébrité. Lorsque la mère disparaît après le mari, le passé semble soudain devenir un territoire où Lynn est presque seule à pouvoir revenir. Les années continuent pourtant d'avancer. Johnny Hallyday, Jean d'Ormesson, puis d'autres amis, artistes, visages d'une génération entière. Les funérailles se succèdent. Vivre longtemps signifie assister à la disparition du décor humain de sa jeunesse. Un jour, on regarde autour de soi et l'on comprend que les personnes capables de dire « Je me souviens de toi à cette époque » sont devenues terriblement rares. À la fin de 2018, 2 de ses chiens meurent à seulement 3 jours d'intervalle. Lynn parlera elle-même d'un véritable chagrin d'amour. Dans une maison déjà marquée par tant d'absences, ces animaux étaient une présence quotidienne, une chaleur, une fidélité sans condition. Leur disparition, juste avant le Nouvel An, la plonge dans une tristesse profonde, car la célébrité protège de beaucoup de choses, mais jamais de l'absence. On peut avoir été entouré par des milliers de spectateurs et rentrer malgré tout dans une maison où certaines chaises ne seront plus jamais occupées. C'est peut-être là l'un des secrets les plus cruels de sa force actuelle. Lynn a appris à ne plus négocier avec l'inévitable. Elle a compris que retenir les morts est impossible, mais que continuer à les aimer reste un choix. Pourtant, parmi tous ces deuils, une douleur résiste encore plus longtemps. Elle ne concerne ni Loulou, ni sa mère, ni ses amis. Elle concerne quelqu'un qu'elle n'a jamais pu serrer dans ses bras, un enfant qui n'est jamais venu, et un secret ancien qui avait commencé à la hanter bien avant la gloire. Parmi toutes les blessures de Lynn Renaud, il en existe une qu'aucun succès n'a réellement réussi à faire taire. Lorsqu'on lui demande ce qu'elle regrette le plus, elle ne parle ni d'un rôle refusé, ni d'un contrat manqué, ni même d'un amour perdu. Sa réponse est plus simple et infiniment plus douloureuse, ne pas avoir eu d'enfant. Pendant des années, l'idée de devenir mère revient dans sa vie comme une porte qu'elle croit pouvoir ouvrir plus tard. Mais chaque fois qu'elle envisage de ralentir, un nouveau contrat arrive, une scène l'attend, une responsabilité professionnelle devient impossible à abandonner. Lynn avance alors en se disant qu'elle aura
encore du temps. Elle ne veut pas mettre un enfant au monde pour le confier ensuite entièrement à une nourrice. Elle sait ce que son métier exige, les déplacements, les répétitions, les soirées interminables. Alors elle reporte. Une fois, puis encore une fois, jusqu'au moment où le calendrier de la carrière devient celui de toute une existence. Mais derrière ce regret se cache une blessure bien plus ancienne. Dans son autobiographie, Lynn Renaud a raconté qu'à 18 ans, elle avait subi un avortement clandestin. À une époque où l'intervention était interdite en France, elle se retrouve dans des conditions précaires, loin de la sécurité que l'on associera plus tard à la grande vedette qu'elle deviendra. L'expérience est terrible. Elle frôle le danger, découvre la peur dans ce qu'elle a de plus physique et en ressort avec une cicatrice qui ne se voit pas. Ce n'est pas seulement son corps qui a été marqué. Quelque chose s'installe dans sa mémoire. La sensation d'avoir approché une frontière irréversible alors qu'elle n'était encore qu'une très jeune femme. Des décennies plus tard, quand la carrière est accomplie et que les salles pleines appartiennent déjà à l'histoire, cette absence revient frapper autrement. Lynn reconnaîtra que le fait de ne pas avoir d'enfant l'a profondément tourmentée jusqu'à ses 70, parfois 75 ans. C'est là que le paradoxe devient cruel. Elle avait gagné une place que très peu de femmes de sa génération pouvaient atteindre. Elle avait voyagé, triomphé, construit une légende. Mais aucune ovation ne pouvait remplacer la présence de cet enfant qu'elle avait imaginé sans jamais le connaître. Avec l'âge, pourtant, la douleur change de forme, elle ne disparaît pas, mais cesse peu à peu de commander sa vie. Lynn apprend à regarder ce manque sans s'y engloutir. Elle comprend qu'on peut porter un regret immense sans lui donner le pouvoir de détruire tout ce qui reste. Et pourtant, même cette confession n'est pas encore la plus déstabilisante de son histoire, car derrière les 45 années passées auprès de Loulou Gasté se cachait une vérité sentimentale beaucoup plus complexe. Et à Las Vegas, un autre homme avait déjà occupé une place que le public était loin d'imaginer. Pendant 45 ans, Lynn Renaud et Loulou Gasté ont donné l'image d'un couple presque indestructible, lui, le compositeur, le mentor, l'homme qui avait accompagné son ascension. Elle, la vedette flamboyante, fidèle en apparence à celui qui avait été là avant la gloire. Mais avec le temps, Lynn a fini par dire ce que les photographies ne racontaient pas. Dans Merci la vie, puis dans plusieurs confidences, elle reconnaît que la sexualité n'a jamais occupé une place centrale dans leur union. Entre elle et Loulou, le lien était surtout intellectuel, affectif, construit sur la complicité, la confiance et une histoire commune devenue presque impossible à défaire. Leur mariage existait, mais il ne ressemblait pas au conte romantique que le public avait imaginé. Et surtout, chacun avait connu d'autres histoires. Lynn ne cherche plus à maquiller cette vérité. Elle la raconte avec cette franchise, que l'âge rend plus libre, comme si, après presque un siècle, il devenait inutile de protéger les apparences. C'est à Las Vegas que survient la passion la plus bouleversante. Là-bas, au milieu des casinos, des spectacles et des nuits interminables, Lynn tombe amoureuse de Nate Jacobson. Ce n'est pas une aventure de quelques semaines. Leur relation dure environ 15 ans. Elle l'aime profondément, intensément, avec une liberté qu'elle n'avait peut-être jamais connue ainsi. Alors, une question devient inévitable. Pourquoi ne quitte-t-elle pas Loulou ? Parce que certaines unions ne tiennent pas seulement par le désir, elles tiennent par la dette du cœur, la loyauté, les souvenirs, les épreuves traversées ensemble. Lynn parle d'un véritable pacte conjugal. Elle refuse de détruire ce qu'elle a construit avec Loulou, même lorsqu'un autre homme occupe une place immense dans sa vie. C'est là que son histoire devient dérangeante, mais aussi profondément humaine. Elle aime Nate sans cesser d'être liée à Loulou. Elle refuse de choisir selon les règles simples que les autres voudraient imposer. Sa vie sentimentale n'entre ni dans la fidélité parfaite, ni dans la rupture spectaculaire. Elle demeure dans une zone plus trouble, celle où l'amour, le devoir et la gratitude
peuvent cohabiter sans jamais vraiment se réconcilier. Des décennies plus tard, Lynn ira jusqu'à plaisanter qu'elle aurait peut-être dû avoir davantage d'amants lorsqu'elle était jeune. Derrière la provocation, il y a une femme qui regarde enfin ses désirs sans honte et ses contradictions sans chercher d'excuses. Mais cette liberté conquise arrive tard, car après avoir longtemps négocié avec les règles du mariage, les contrats et le regard des autres, Lynn va rencontrer un adversaire avec lequel aucun pacte n'est possible, son propre corps. Pendant des décennies, Lynn Renault avait tout imposé à son corps. Les répétitions, les voyages, les longues soirées, les scènes où il fallait sourire même lorsque la fatigue brûlait les jambes. Elle avait appris à tenir debout parce que, dans son métier, tomber n'était jamais prévu. Puis, en 2019, tout bascule. Cette année-là, elle est victime d'un accident vasculaire cérébral. Au début, son entourage évoque simplement une chute. La vérité ne sera révélée que plus tard. Derrière cette version rassurante se cachait pourtant un moment beaucoup plus grave, celui où une femme, habituée à contrôler chaque détail de son existence, découvre soudain que son propre corps peut lui échapper. Pour Lynn, l'épreuve est brutale, celle qui avait traversé les décennies avec une énergie presque insolente se retrouve confrontée à une fragilité qu'aucun succès ne peut repousser. Quand les jambes ne répondent pas plus comme avant, quand chaque déplacement devient une décision, la vieillesse cesse d'être une idée lointaine. Elle devient concrète. Les séquelles rendent la marche plus difficile. Oui. Pour les trajets longs, le fauteuil roulant devient nécessaire. Et pour une femme aussi indépendante, ce détail pèse lourd. Il ne s'agit pas seulement de mobilité. Il s'agit d'accepter qu'un jour, ce que l'on faisait sans réfléchir exige de l'aide. Mais Lynn refuse d'en faire une humiliation. Elle ne nie pas le vieillissement. Elle ne joue pas non plus à l'éternelle jeune femme. Elle l'affronte avec une lucidité presque désarmante. Son corps a changé. Alors elle change sa manière de vivre, sans renoncer à l'envie de vivre. Autour d'elle, quelques présences deviennent essentielles. Danny Boone, Muriel Robin, Claude Chirac. Des amis, des proches, des visages qui ne viennent pas admirer la légende, mais accompagner la femme. Claude Chirac occupe même une place particulière, Lynn la considérant comme une fille de cœur. Cette affection prend une dimension profonde lorsqu'on connaît son plus grand regret, celui de ne jamais avoir eu d'enfant. La vie ne lui a pas donné la maternité qu'elle avait imaginée. Mais avec le temps, elle lui a offert d'autres formes de famille. Et puis, il y a le public. Après l'AVC, l'affection reçue agit comme une force de rappel. Comme si des générations entières lui disaient qu'elle n'était pas seule, même lorsque son corps lui imposait désormais ses limites. Lynn comprend alors quelque chose que la jeune femme de Las Vegas n'aurait peut-être jamais accepté. La puissance ne consiste pas toujours à rester debout sans aide. Parfois, elle consiste à accepter une main tendue sans perdre sa dignité. Mais sa paix actuelle ne vient pas seulement de cette renaissance. Pour comprendre pourquoi, à presque 100 ans, elle peut regarder la mort sans détourner les yeux, il faut revenir à une autre bataille. Celle où elle a vu des amis mourir tandis qu'une partie de la société préférait encore détourner le regard. Bien avant que Lynn Renault n'apprenne à accepter les limites de son propre corps, elle avait déjà connu une autre forme d'impuissance, celle de regarder des êtres chers mourir pendant que la société, elle, détournait encore les yeux. Dans les années 1980, l'épidémie de sida frappe brutalement le monde du spectacle. Autour d'elle, des amis, des artistes, des danseurs disparaissent. Certains meurent jeunes, d'autres dans une solitude rendue plus cruelle encore par la peur et la stigmatisation. Lynn ne supporte pas cette indifférence. Pour elle, le scandale n'est pas seulement la maladie, c'est aussi le silence qui l'entoure. Alors elle s'engage, elle prête son visage, sa voix, son énergie et participe à faire de SIDAction un symbole de mobilisation. Ce combat n'est pas confortable. À une époque où le sida suscite encore des réactions de rejet et de panique, prendre publiquement position expose aux critiques. Mais Lynn refuse de se taire. Elle a vu trop de cercueils pour accepter les préjugés. Ce qui frappe aujourd'hui,
c'est que ses plus grandes douleurs semblent avoir suivi le même chemin. La mort de proches, l'absence d'enfants, la maladie, les regrets amoureux, rien n'a été effacé. Pourtant, avec le temps, elle a transformé chaque blessure en quelque chose qui dépasse sa propre personne. À 98 ans, elle ne prétend pas que la vieillesse est douce. Elle sait ce qu'elle a perdu. Elle sait ce que son corps ne lui permet plus. Mais elle refuse de passer les dernières années de sa vie à réclamer ce que le temps ne rendra jamais. C'est peut-être là que se trouve sa paix. Elle a choisi de transmettre. Ah, Maïe. Ces archives doivent rejoindre la mémoire nationale. Une partie de ce qu'elle possède doit soutenir la recherche médicale. Comme si, après avoir longtemps regretté de ne pas avoir eu d'enfant, elle avait finalement décidé de laisser autre chose derrière elle, des traces, des combats, des souvenirs, une part d'elle-même confiée aux générations qui viendront après. Dans Merci la vie, le titre dit presque tout. Ce n'est pas le merci naïf d'une femme à qui la vie aurait tout donné. C'est le merci beaucoup plus difficile de quelqu'un qui a connu la gloire et les blessures, les passions et les absences, les triomphes et les chambres vides. Line Renaud n'a pas vaincu le temps. Personne ne le peut. Elle a simplement cessé de lui demander pardon ou de lui demander des comptes, et c'est peut-être pour cela qu'elle peut aujourd'hui parler de la mort avec autant de calme. Ah, parce qu'après presque un siècle, elle ne regarde plus seulement ce que la vie lui a pris, mais tout ce qu'elle lui a permis de transmettre. À 98 ans, Line Renaud ne regarde plus sa vie comme une suite de blessures, mais comme une histoire qu'elle a enfin appris à accepter. Elle a aimé, perdu, regretté, souffert, puis continué. Son bonheur n'est donc pas celui d'une femme épargnée par le destin, c'est celui d'une femme qui n'attend plus que le passé change. Après presque un siècle, elle semble avoir compris une vérité simple et vertigineuse. Vivre pleinement, c'est aussi apprendre un jour à remercier ce qui nous a brisés. Ça,